énergétique. Monsieur Thierry Michel, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Le 27 juillet 2017, la Commission des Affaires européennes m'a confié la mission de rédiger un rapport d'information sur la transition énergétique au sein de l'Union européenne. Je tiens à vous remercier d'une part de la confiance que vous m'avez accordée et d'autre part de l'opportunité que vous m'avez donnée de m'intéresser à des problématiques passionnantes. Je remercie également les services de l'Assemblée nationale, notamment Madame Moisset ici présente, pour leur soutien technique efficace. Je n'oublie pas les membres de mon équipe, Annabelle et Jacques, ici présents avec moi. Lors des 35 auditions auxquelles j'ai procédé, j'ai cherché à analyser les défis auxquels l'Union européenne est confrontée en matière de lutte contre le dérèglement climatique et à évaluer les réponses qu'elle tente d'y apporter. La tâche s'est avérée complexe et passionnante pour plusieurs raisons. Premièrement, la multiplicité des enjeux. Deuxièmement, une production législative européenne foisonnante, très dense et souvent extrêmement technique. Enfin, nous le savons tous, l'emballement climatique qui impose une accélération des mesures et une amplification de leur niveau d'ambition. Le rapport d'information, dont la version provisoire vous a été transmise avant cette réunion, comprend un volet descriptif, un volet analytique et des recommandations. Je vais les résumer durant ma présentation. Elles sont au cœur de la proposition de résolution européenne sur laquelle vous aurez à vous prononcer. Alors, pourquoi faire un rapport sur la transition énergétique dans l'Union européenne maintenant ? Alors, d'une part, en raison de l'urgence climatique. Cette thématique est développée dans la première partie du rapport d'information. Face à l'accélération du dérèglement climatique, la transition énergétique s'impose à tous et constitue pour l'Union européenne une obligation morale. Je ne m'attarderai pas sur ce point, tant il est évident que nous devons agir au plus vite. Tout le monde a en tête les catastrophes climatiques qui sont succédées au cours des derniers mois et les dangers concrets auxquels est confrontée une part grandissante de la population mondiale. D'autre part, en raison de l'agenda européen, les principaux textes constituant le cadre énergie-climat de l'Union européenne sont en cours de réactualisation. Ce travail de réécriture devrait être terminé d'ici la fin de l'année 2018. Il est important que le Parlement européen se prononce maintenant sur les propositions de révision afin d'indiquer clairement sa volonté de rehausser le niveau d'ambition des textes européens pour être en phase avec l'accord de Paris. Alors, si on regarde les données à notre disposition, ce document illustre en fait l'importance de la transition énergétique dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. Donc on voit ici que 80% des émissions de gaz à effet de serre sont relatives à l'utilisation d'énergie. Et donc ça montre finalement tout le sens qu'il y a effectivement de travailler sur la transition énergétique. Et on voit également sur le graphique, on voit les différents domaines émetteurs de gaz à effet de serre, en commençant par l'industrie de l'énergie elle-même, donc la production de l'énergie, notamment de l'électricité, 30%, les transports 20%, et ensuite on descend dans l'importance, et on voit un autre paquet 20% qui sont plus liés à l'agriculture et d'autres domaines. Alors, quels sont les leviers à notre disposition pour relever ce défi ? Donc effectivement, l'objectif ultime, c'est limiter la hausse des températures en deçà de 2 degrés, conformément à l'accord de Paris. Et donc deux moyens. Alors d'une part, et ça c'est ce que vous voyez sur votre droite, c'est augmenter l'absorption, la capture et le stockage des gaz à effet de serre, notamment en améliorant la gestion des forêts, des terres et des océans. Donc c'est limiter, absorber le carbone qui est dans l'atmosphère. L'autre volet, et c'est le sujet du rapport d'information et de la proposition de résolution européenne, c'est réduire les gaz à effet de serre. Et donc, pour cela, plusieurs leviers, dont les plus importants sont l'amélioration de l'efficacité énergétique, le déploiement des énergies renouvelables. Évidemment, pour ce faire, il faut, de manière primordiale, soutenir l'innovation dans les technologies dites vertes. Alors, comment s'est organisée l'Union européenne pour répondre à ces défis en termes de son socle législatif ? Alors, le premier volet concerne le système européen d'échange de quotas d'émissions, donc plus communément nommé système ETS, et donc qui couvre 55% des émissions de gaz à effet de serre et qui concerne donc de manière prioritaire la production d'énergie et l'industrie lourde, et ce texte étant actuellement en cours de révision. Le deuxième bloc concerne
la répartition entre les États membres des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs qui ne sont pas couverts par le système ETS. Et donc là, on a 45% des émissions qui sont couvertes. Ensuite, un troisième bloc, qu'on appelle le paquet Une énergie propre pour tous les Européens, finalement décrit les différents moyens techniques de gouvernance pour permettre de supporter la réduction de l'effort, alors que ce soit sur les énergies renouvelables, sur la performance énergétique, dans les bâtiments, mais de manière générale dans l'utilisation de l'énergie, tout ce qui tourne autour de la gouvernance, de l'union de l'énergie, l'architecture du marché de l'électricité. Enfin, et ce bloc a été proposé en novembre 2016, est actuellement en phase de négociation interministérielle. Et le quatrième bloc, paquet mobilité propre, donc qui concerne plus particulièrement donc la transition vers des véhicules à émissions faibles ou nulles. Il a été proposé par la Commission en 2017. Ils n'ont pas eu l'opportunité de l'examiner en détail. En fait, il mérite à lui tout seul un examen précis. Donc, quand on voit tout ce bloc, la simple énumération des textes, il y a 11 textes et règlements, à la fois permet d'illustrer la détermination de l'Union européenne à s'attaquer à tous les aspects du règlement climatique et la nécessaire transition énergétique qui en découle. Alors, évidemment, cette détermination est tout à fait louable. Et quand on regarde les mesures, et elles sont détaillées dans le rapport, elles sont globalement positives, mais elles ne sont pas exemptes de défauts. Le foisonnement des textes brouille la cohérence d'ensemble, le niveau de détail est parfois incompatible avec la marge de manœuvre dont devraient bénéficier les États membres, la technicité du vocabulaire employé relève de l'expertise, les objectifs trop nombreux interfèrent entre eux, voire se neutralisent. Un point sur lequel je voudrais particulièrement insister, c'est par exemple les stratégies d'éradication du charbon qui sont proposées par l'Union européenne manquent de cohésion et de dynamisme. Alors vous le voyez, les marges de progression ne manquent pas, et donc c'est une excellente humelle, ça veut dire qu'on peut nous améliorer collectivement et rendre ces paquets plus efficaces et cette action plus efficace. Et donc, dans le rapport, donc on va partir maintenant à la partie recommandations. Je vais détailler un certain nombre de mesures et de recommandations qui vont justement permettre d'accélérer à la fois cette transition en établissant des ambitions plus importantes. Alors, si on revient finalement pour la raison pour laquelle il faut s'inquiéter et avancer, il faut commencer par être lucide. Alors vous voyez sur ce schéma, vous voyez en fait, vous avez un axe du temps, vous avez un axe qui montre les niveaux d'émissions des gaz à effet de serre, et on voit une courbe, la courbe droite, qui monte, qui était celle pour laquelle finalement, si on n'avait rien fait, si on n'avait pas agi finalement vers là où on nous amenait, à savoir une augmentation continue des gaz à effet de serre. Et quand on regarde les efforts qui sont faits, donc il y a ce vocabulaire INDC, Intended Nationally Determined Contribution, on voit en fait que la trajectoire, et c'est l'écart qu'il y a entre, que je visualise ici, l'écart entre finalement la somme de ces contributions et l'écart par rapport au scénario désirable qui est une augmentation inférieure à 2 degrés de la température, voire idéalement celle de 1,5 degré. Donc on voit ici qu'il y a lieu vraiment de rehausser le niveau d'émissions, et l'Union européenne doit effectivement y trouver toute sa place et toute sa part, et je pense qu'on ne peut que se féliciter du leadership qu'a pris le président Emmanuel Macron dans cette lutte au niveau mondial. Alors, donc le rehaussement des ambitions, si on le résume, donc trois blocs principaux. Donc le premier, c'est d'une part, c'est ce que vous voyez en haut, c'est effectivement augmenter la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'amener à 95% d'ici 2050 par rapport à la base de référence 1990. Pour référence, aujourd'hui, on a un objectif de moins 40% d'ici 2030.
Donc ça, c'est quelque chose, un objectif qui est très important, qu'on complète également avec un objectif de moins 35% dans les secteurs non couverts par le système ETS. Et je reviendrai plus dans le détail sur ces points. Autre levier sur lequel il faut travailler, c'est l'efficacité énergétique qui doit être augmentée. Donc, si on décrit l'efficacité énergétique, c'est finalement pour chaque quantité d'énergie utilisée, comment assurons-nous qu'elle soit la mieux exploitée. Donc là, on parle par exemple d'isolation, meilleure isolation des bâtiments, par exemple, puisque on le sait, la meilleure énergie, en fait, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, on avait un objectif de plus 27% à 2030. Là, on propose de l'augmenter à 40% et de l'assortir à des objectifs nationaux contraignants. Et j'y reviendrai après. Enfin, la part des énergies renouvelables, absolument essentielle. Donc, plus 27% d'ici 2030, c'est aujourd'hui l'objectif qui existe. Nous pensons qu'il faut le porter à 35% d'ici 2030 et l'assortir d'objectifs nationaux contraignants. Et j'y reviendrai. Et évidemment, pour arriver à tout ça, il faut soutenir l'innovation, puisqu'évidemment, on parle bien de transformation, d'innovation, de rupture qui sont absolument nécessaires pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc, je vais maintenant détailler certaines de ces mesures de manière à vous permettre de mieux comprendre les enjeux et le raisonnement qui est derrière les propositions. Alors, le premier point, c'est l'objectif de viser 95% d'émissions de gaz à effet de serre, une réduction de 95% sur l'objectif 2050. Donc je le rappelle, aujourd'hui on est à peu près à moins 10% par rapport au cas de différence 1990, et vous voyez différentes proportions des secteurs. L'objectif est de moins 40%, donc c'est déjà pas mal. Et on dit, mais écoutez, il faut aller un peu plus fort. Et quand on regarde ces courbes, finalement, arriver à 5% d'émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment une transformation totale de nos modes d'utilisation d'énergie. Imaginez effectivement une production de l'électricité qui n'émet plus de gaz à effet de serre, des transports qui n'émettent plus des gaz à effet de serre. Et on pense que c'est absolument essentiel de donner cette perspective, puisque ce combat contre le dérèglement climatique, il ne s'apprécie pas à l'aune de 5-10 ans, mais il s'apprécie beaucoup plus loin. Donc c'est très important. Alors comment est-ce que maintenant on y arrive? Un certain nombre de recommandations plus spécifiques par rapport au domaine. Donc le premier point concerne l'utilisation du charbon dans la production d'électricité. Alors vous le savez sans doute, aujourd'hui, le prix du carbone dans l'Union européenne est d'environ 6 à 7 euros la tonne. Donc le système d'échange de quotas d'émissions, même après sa dernière révision, et c'est ce que nous disent les experts, ne permettra pas de faire émerger un signal prix suffisamment incitatif pour modifier les choix économiques. Le charbon continuera à être plus attractif que le gaz. Et effectivement, si on regarde les courbes, vous avez la courbe du gaz, la courbe du charbon. Aujourd'hui, le charbon reste aujourd'hui plus utilisé que le gaz dans la production d'électricité. Donc il faut compenser cette incapacité du charbon à établir un prix incitatif, donc en instaurant un prix plancher du carbone, et alors évidemment dans plusieurs États membres simultanément. Et effectivement, c'est quelque chose que l'Union européenne doit travailler pour inciter aussi également à encourager les pays tiers à adopter un prix du carbone plus élevé. Donc aujourd'hui, seuls 12% des émissions mondiales étaient couvertes par une tarification du carbone en 2015, à commencer par l'Union européenne. Donc en fixant un prix plancher à 30 euros la tonne, c'est ce qui permet en fait de faire sortir le charbon le plus rapidement possible de ce mix énergétique. Et je vous rappelle, c'est une mesure forte qui a été portée par le président de la République. Donc voilà donc pour l'éradication du charbon dans le mix énergétique européen. Ensuite, j'ai déjà évoqué, donc rehausser les ambitions, et c'est le point 9 de la PPRE, sur la trajectoire de réduction des émissions dans les secteurs non couverts par le secteur ETS. Donc là, on est dans 45% de nos émissions de gaz à effet de serre. Le Conseil environnement propose pour ces secteurs donc une réduction de 30%
pour la période 2021-2030, et il me semble que cet objectif n'est pas optimal et qui pourrait raisonnablement être rehaussé. C'est pour ça que nous proposons donc un objectif de 35% de réduction de ces émissions pour cette période 2021-2030. Le deuxième élément, donc sur cette transparente, donc c'est le point 10, la PPRE, donc c'est un objectif contraignant d'efficacité énergétique en 2030, donc au-delà de l'objectif actuellement fixé de 30%, et donc de l'assortir également à des objectifs nationaux contraignants, puisque quand on regarde la façon dont les choses se passent, évidemment, en général, il y a plutôt des gens qui sont en retard par rapport à l'objectif que des gens qui sont en avance. Donc, créer une pression pour les pays est absolument important pour que finalement chacun prenne sa part de l'effort, et sachant que ces efforts aussi sont des efforts finalement qui sont négociés et librement consentis. Donc, quand on s'engage à quelque chose, quand on dit quelque chose qu'on va faire, ben, on le fait. Hein. Donc, il faut un peu de contrainte dans le système. Sur ce document, on parle ici donc des énergies renouvelables. Et donc là, vous avez ici une situation par rapport aux objectifs 2020. Donc les petits points orange représentent pour chaque pays leur niveau d'objectif. La barre bleue foncée, c'est là où se trouvent les différents pays. Et donc la barre bleue claire montre quelle est la projection de différents pays. Donc on voit dans ce tableau, on voit que certains États membres ont déjà atteint leur objectif pour 2020, donc la Suède, le Danemark, l'Estonie, la Lituanie, la Croatie. Alors d'autres s'en approchent, hein, par exemple nos voisins allemands, et d'autres sont en retard, la France, hein, on n'est pas en avance, et on voit ici qu'on est loin d'atteindre notre objectif. Alors, je dirais ça suggère deux choses. Ça suggère d'une part effectivement l'importance de piloter cette mise en œuvre de la transition énergétique de manière très fine. Ça justifie tout à fait les efforts qu'on cherche à faire au niveau français, je dirais, pour accélérer en fait le déploiement des énergies renouvelables. Hein. Pour mémoire, il faut en Allemagne entre 3 à 4 ans pour mettre en place un parc éolien. En France, il faut 7-8 ans. Donc voilà, on se prive en fait de capacité de mettre en œuvre la transition énergétique. Et donc à la fois, effectivement, il faut que chacun fasse des efforts. Et on dit, voyons maintenant plus loin que l'objectif 2020. Il faut déjà se projeter plus loin, 2030. Et donc on propose de mettre une barre à 35%, assortie, comme j'ai dit, d'objectifs contraignants. Donc c'est accélérons nos efforts. Point 15 de la PPRE, donc là on parle du secteur des transports, hein, donc qui est à l'origine de 21% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne et de 29% des émissions en France. Et c'est un des domaines dans lequel en fait les émissions continuent à augmenter, parce que finalement le transport est très lié à l'activité économique. Alors on s'en félicite quand l'activité économique augmente, mais aujourd'hui elle se traduit par une augmentation des gaz à effet de serre. Donc pour 2015, les émissions ont augmenté de 1,6%. Bon, c'est totalement effectivement inacceptable. Et si on regarde aujourd'hui où on en est, finalement vous n'avez que 5% finalement de l'utilisation d'énergie dans les transports qui est d'origine renouvelable, avec les biocarburants 3,6% et l'électricité 1,4%. Donc effectivement, la transition énergétique dans les transports est faiblement engagée, et donc on ne peut pas s'en satisfaire. Et donc si on veut aussi donner un signal à ceux qui œuvrent donc pour l'introduction des énergies renouvelables dans les transports, il faut leur donner un signal fort et dire, ben voilà, notre objectif c'est bien d'aller plus loin, et donc de viser 15% en 2030, ce qui devrait aussi mobiliser les acteurs qui travaillent dans l'innovation, les constructeurs automobiles, enfin tous les gens qui réfléchissent à la façon dont cette part pourrait augmenter. Alors donc voilà, donc j'ai résumé un peu les différents éléments relatifs à la hausse des ambitions. Donc maintenant, je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est évidemment le fait que tous ces changements, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que certainement, il faut s'attendre à ce que l'énergie qui, effectivement, coûte plus cher à produire dans ces nouveaux systèmes
peut se traduire par effectivement des impacts sociaux et par la difficulté par à la fois certains pays et puis certaines catégories de la population finalement à subir des coûts de l'énergie qu'ils ne pourraient pas accepter. Donc vous savez que, par exemple, la Commission européenne veut aller vers la fin des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz. Et donc, effectivement, ça a un effet positif sur, par exemple, la réduction des consommations lors des pics de demande, ou alors différer effectivement sa consommation au moment où, finalement, l'énergie est la moins coûteuse à produire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais effectivement peut engendrer des variations de prix potentiellement très fortes au détriment des consommateurs. Donc il faut assortir ces mesures vers une réalité des prix plus importante, mais aussi trouver chaque fois que c'est possible les moyens d'amortir ces changements pour les consommateurs, notamment par des mesures d'information et de protection des consommateurs, et une période transitoire qui permet d'adapter progressivement ou de permettre à chacun se préparer à ces évolutions. Ensuite, soyons également attentifs aux freins potentiels qu'on peut voir dans notamment les propositions de la Commission européenne. Et elles sont détaillées dans les points de la PPE, on pourra y revenir plus avant. Donc à la fois, on voit, et j'ai déjà dit, il y a des rigidités et des atteintes à la subsidiarité. Effectivement, l'Union européenne a tendance à effectivement aller très dans le détail. Donc on a dit, il y a 8 textes, 1 millier de pages. Ça peut être très difficile, effectivement, pour savoir ce qu'il y a à faire. Et donc, il faut plus militer vers donnons-nous des objectifs ambitieux et ensuite laissons aux États membres les moyens et la latitude de mettre en œuvre les objectifs par rapport à ce qui est le plus faisable dans leur pays et aussi le plus économique. Donc une obligation de résultat. Laissons les pays travailler sur les moyens. Il y a par exemple un certain nombre aussi de tentatives de la Commission de vouloir imposer des caps d'organisation très, très rigides. Donc oui, on privilégie plutôt, par exemple, la coordination entre les gestionnaires de réseaux électriques nationaux plutôt que de la mise en place de centres de conduite régionaux, supranationaux, qui finalement ne sont qu'une couche supplémentaire de décision et qui peuvent en réalité éloigner d'une prise de décision qui est effectivement, je dirais, conforme à la connaissance locale de la situation que nécessite le pilotage des réseaux électriques de la manière la plus fine et la plus pertinente. Alors, bon, on a beaucoup parlé évidemment du rehaussement d'ambition, des limites. Alors finalement, maintenant, la question qui se pose à nous, c'est comment créer les conditions d'une transition énergétique plus ambitieuse. Donc le premier point, c'est évidemment soutenir l'innovation, mettre en place un environnement favorable à l'innovation. Donc cette transition, elle ne dépend pas seulement d'une volonté politique solidaire, mais du développement d'une multitude de nouvelles technologies vertes dans des filières diverses et variées. Donc on a beaucoup parlé de l'Airbus de la batterie, mais bon, la transition énergétique ne se limite pas à la batterie et le stockage de l'électricité. Il y a plein de domaines sur lesquels finalement les champs sont ouverts et sur lesquels il faut que l'Union européenne facilite, favorise cette innovation qui est une grande chance pour l'Union européenne. Et donc, évidemment, vont de pair avec ce soutien à l'innovation, finalement, les financements appropriés à la hauteur des enjeux. Donc, c'est un effort budgétaire et une nouvelle architecture financière, assorti d'une augmentation de l'investissement financier de l'Union européenne. Et donc, ce qui se profile devant nous, c'est faire ces arbitrages financiers difficiles. Effectivement, dans des contextes économiques et financiers contraints. Mais si on veut avancer, il va bien falloir mettre nos actes et nos financements en accord avec nos ambitieux. Alors, on peut se féliciter, par exemple, des engagements qui ont été pris lors du One Planet Summit de décembre dernier, où effectivement, il y a aussi des partenaires privés, des grandes entreprises qui se mobilisent pour apporter des financements. Et il faut continuer à favoriser cette trajectoire qui est positive. Allons plus loin. Enfin, les conditions de la transition, c'est aujourd'hui plus de solidarité entre les États membres,
Il est nécessaire d'aider financièrement les régions d'Europe les moins riches pour mettre en place leur transition énergétique. Donc on va parler de reconversion des zones charbonnières. C'est sûr, en France, nous n'avons pas ce problème. Le charbon, aujourd'hui, c'est une part très très réduite de la production d'énergie électrique. Il reste encore un petit bout, et donc on va l'éradiquer d'ici 2021. C'est beaucoup plus difficile pour nos amis et partenaires polonais et bulgares, pour lesquels, effectivement, il faut les aider à aller vers cette transition. Et je fais parallèle aussi avec ce qu'on peut faire en France pour soutenir les régions qui ont à notamment effectivement convertir aussi leurs installations à charbon en installations qui vont consommer du gaz, qui sont plus vertueuses. Donc on voit bien l'enjeu pour nous en France, et on comprend bien l'enjeu que ça peut représenter pour nos amis européens. Donc plus de solidarité et aussi plus de solidarité à l'intérieur de chaque pays, notamment pour les citoyens qui seraient les plus en difficulté. Alors, et voyant tout ça avec finalement beaucoup d'optimisme, ne voyons pas la transition énergétique comme quelque chose que nous devons subir. Au contraire, c'est d'énormes à la fois sources d'innovation, comme j'ai déjà dit, mais aussi opportunités de nouveaux emplois. Donc, selon la Commission européenne, les initiatives une énergie propre pour tous les Européens représente un potentiel de création de 900 000 emplois et de 177 milliards d'euros d'investissement par an. Donc c'est beaucoup d'argent qui peut être investi dans le système économique. Et donc préparons-nous également sur une politique de formation professionnelle ambitieuse pour finalement permettre à nos concitoyens d'aller vers ces nouveaux métiers, d'adapter donc les compétences aux besoins économiques du futur. Vous voyez par exemple tout ce qui est en train de se déployer en termes de domotique. Bien effectivement, si on veut favoriser l'installation de systèmes domotiques chez les particuliers, il faut bien avoir des entreprises et des salariés compétents pour l'installation de ces systèmes. Ou si on pense à l'isolation thermique des bâtiments, il nous faut plus d'artisans qui œuvrent à la rénovation des bâtiments pour que ceci soit fait de manière à avoir la meilleure qualité possible et aussi à permettre à le faire de manière la plus rapidement possible. Donc à nous finalement de transformer cette transition énergétique en une transition bénéfique, solidaire et européenne. Donc pour résumer finalement, montrons-nous à la hauteur de ce défi climatique. Et donc on a bien compris l'urgence climatique qui nous amène à rehausser nos ambitions pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Oui, on a un cadre législatif qui va dans le bon sens, qui rapproche l'Union européenne d'une trajectoire en phase avec les objectifs de l'accord de Paris et pour lesquels, effectivement, il y a des marges d'amélioration. On en a parlé, et notamment dans la perspective d'une trajectoire de plus long terme. Ce n'est pas des sujets qu'on regarde à un horizon 5-10 ans, mais à un horizon de 50 ans, voire plus. Alors, ce dont on peut se féliciter, et donc dans la proposition de résolution européenne, nous apportons notre plein soutien aux autorités françaises qui cherchent à porter un haut niveau d'ambition dans les négociations en cours. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments de la PPRE qui se félicitent et qui sont là en soutien de l'action de notre gouvernement. Et pour conclure, finalement, c'est ce qu'il faut retenir, c'est une transformation fondamentale de notre vie qui est devant nous, qui vont affecter de manière significative nos habitudes. Et pour la réussir, elle est l'opportunité d'une plus grande solidarité, d'un accompagnement, d'une transition bénéfique à tous, respectueuse du principe de subsidiarité, favorisant l'approbation par les citoyens. Et je pense que les futures consultations citoyennes à venir sont un excellent forum dans lequel on peut engager nos concitoyens à finalement s'approprier cette transition énergétique, à voir de leur propre point de vue comment se changer, comment nous changeons nous-mêmes individuellement et comment nous pouvons, en tant que concitoyens, citoyens, demander plus d'efforts à l'Union européenne et je pense, et retrouver finalement lors des élections de 2019, retrouver ces ambitions que les citoyens veulent porter au niveau des choix politiques qui seront ensuite portés, notamment au niveau du Parlement européen. Donc, Madame la Présidente, chers collègues, je vous remercie de votre attention et je me tiens évidemment à vos dispositions pour répondre à la question, notamment sur les points spécifiques de la PPRE sur lesquels vous voudriez que je m'exprime, et puis pour vous écouter par rapport à ces ambitions que nous devons tous collectivement porter. Je vous remercie.